Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout dernier Innov Lunch, une série de webinaires lancés par la C3A et ses chambres partenaires pour parler des projets européens dans lesquels nous sommes impliqués avec la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. C'est un cycle de webinaires qui s'est déroulé sur tout le mois de novembre et on va finir aujourd'hui en parlant nouveau modèle économique en zone humide. Nous allons parler aujourd'hui du projet Buffer Plus. On a déjà eu 2 épisodes dédiés à ce projet sur les terreaux sans tourbe et les paiements pour services environnementaux. Aujourd'hui, on va parler transformation des modèles économiques entre déprises agricoles et opportunités pour l'agriculture en zone humide, en présence de mon collègue de la C3A, Yann Mathias, qui est chargé de projet européen et agroéconomiste. Je te laisse la parole. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un des axes de travail du projet Buffer Plus. Et pour commencer à poser cette réflexion sur les modèles économiques en tourbière, d'abord quelques petites questions. Je vous propose d'y répondre. Il y a probablement quelques pièges. La première est où pouvons-nous trouver des tourbières en Bretagne? La seconde, quel est l'usage agricole principal des tourbières dans le Grand Ouest? Et la dernière, dans l'estuaire de la Seine, quel est le nombre de récoltants de réseau et comment a-t-il évolué? Enfin, surtout comment a-t-il évolué ces 20 dernières années? Donc, je vous laisse poser la réflexion. Donc, ça pose un peu un cadre, hein, qui est notre cadre de réflexion sur Buffer Plus, celui du Grand Ouest, où on travaille à la fois donc en Normandie. Donc là, vous avez l'exemple de l'estuaire de la Seine en Bretagne, avec différents exemples. Je ne vous spoil pas sur les réponses. Et on travaille aussi en Pays de la Loire, notamment en Brière et dans les marais de la. On a eu un tiers pour la première question entre les Landes des Monts d'Arrée, le sommet du Mont Dol et les marais de Brière. Donc, sur la première question, où pouvons-nous trouver des tourbières en Bretagne? Alors, notre site pilote sur Buffer Plus, ce sont les Monts d'Arrée, dans lequel on a un certain nombre de landes tourbeuses, donc qui est propice notamment à l'élevage. On va pouvoir valoriser ces landes comme ressources fourragères. Vous ne trouverez pas de tourbière au sommet du Mont Dol ni au fond des abers du Pays de Léon. Vous en trouverez dans le marais de Brière, mais malheureusement, si en l'an de grâce 1300, le marais de Brière était bien en Bretagne, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, c'était le petit piège de la question 1. Concernant donc les récoltants de roseaux, vous avez là quelques chiffres. On voit qu'on a une vraie perte dans le nombre de récoltants ces dernières années. On est sur une filière qui se polarise sur un tout petit nombre de récoltants aujourd'hui et qui tend à disparaître. Et donc, on a des roselières qui ne sont pas forcément exploitées de plus en plus dans cet estuaire de la Seine. Sachant qu'on a dans le Grand Ouest aussi un petit peu de récolte dans le Morbihan, c'est un petit peu de 2 axes de récolte de roseaux. Et la dernière question, et pas des moindres, sur l'usage agricole principal des tourbières dans le Grand Ouest. Et vous avez bien raison, ce n'est pas le figuier de Barbarie, effectivement. Et on va surtout utiliser les tourbières comme ressources fourragères pour des élevages de ruminants, donc sous forme, on le voit ici, majoritairement de prairies permanentes, qui peut prendre des formes différentes, plutôt des marais humides endigués en Pays de la Loire et en Normandie, et puis des landes tourbeuses en Bretagne. Donc pour vous présenter en quelques mots le projet, c'est un projet Nord-Ouest Europe Interreg. Donc Nord-Ouest Europe, ça veut dire qu'on travaille avec les pays qui sont froids et humides, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. On travaille autour de 3 axes dans les tourbières. La première, c'est la restauration de ceux-ci. Le second
et c'est sur celui-ci qu'on va parler aujourd'hui, c'est les business models compatibles avec ces milieux. Et le dernier, c'est la gouvernance. Et donc en France, on travaille sur un certain nombre de territoires. Donc les Monts d'Arrée en Bretagne, les Marais de l'Erdre et de la Brière en Loire-Atlantique, donc en Pays de la Loire, et en Normandie, le Cotentin-Bessin, le Marais Bernier et le Grand Azé. Sur cette question des business models compatibles avec la tourbière, on a lancé une grande étude qui a pris la forme d'une étude de faisabilité pour identifier à la fois les business models avec le plus de potentiel et aussi voir euh, quelles étaient les principales barrières qui pouvaient être rencontrées par ces business models et comment trouver des solutions. Euh, Ce qui nous permet notamment de savoir sur quel business model travailler en priorité parce qu'ils ont euh, un plus ou moins fort potentiel. Donc on a travaillé sur 4 business models. On va en aborder que 2 aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est ceux qui intéressent aussi un peu la France. Donc l'élevage extensif et la paludiculture seront nos sujets du jour. Sur la paludiculture qui est la culture euh, humide, on a travaillé sur les roseaux, les massettes et les baies. Et si vous voulez plus d'informations sur les paiements pour services environnementaux et les terreaux sans tourbe, il y a eu aussi 2 Innovlunch à ce sujet plus tôt dans le mois. Et si vous ne les avez pas vus, vous pouvez euh, y accéder sur YouTube en replay. Dans 5 pays, notamment en France, et pour questionner la faisabilité de ces business models, on a regardé un certain nombre de paramètres et un business model qui a un haut niveau de faisabilité, c'est un business model qui a une capacité, c'est-à-dire que les agriculteurs ont accès à euh, la capacité d'investissement, les débouchés, les équipements qu'ils ont besoin sur leur territoire. Donc c'est un certain nombre d'atouts qu'on essaye d'identifier, de voir s'ils sont là ou s'ils manquent. L'acceptabilité qui peut être sociale ou politique. Est-ce qu'on est sur des territoires en tension? Est-ce qu'on est sur des business models qui sont soutenus ou au contraire qui sont très réglementés, voire interdits? Long terme, là ici l'idée c'est d'avoir une vision un peu prospective, d'identifier les grandes menaces, les grandes opportunités. La faisabilité technique, donc on va regarder des points de performance technique des business models. Bien sûr, la viabilité économique, niveau de rentabilité, notamment par rapport aux investissements nécessaires, la durabilité de ces business models et le timing, c'est est-ce que c'est un bon moment pour travailler ou pas sur ces business models. Donc, d'abord, sur l'élevage extensif, on peut parler de la partie un peu faisabilité technique et capacité. D'abord, on voit déjà que la partie force est plus grosse que la partie faiblesse, ce qui nous donne déjà une première réponse hein, sur la faisabilité de ce business model. Sur la partie technique, c'est là où on va avoir un certain nombre d'enjeux qui vont faire que il y a des contraintes spécifiques à la tourbière qu'on n'a pas en zone sèche. On a une productivité fourragère qui va être très hétérogène. Si vous êtes par exemple dans la zone d'Isigny, ça va être pas trop mal. Si vous êtes dans certaines zones des Monts d'Arrée, la productivité va être plutôt faible, avec des qualités fourragères qui sont aussi très hétérogènes. En général, on peut être quand même sur des zones avec des rendements et une qualité fourragère qui pouvaient être généralement inférieurs aux zones sèches. Euh, et en l'occurrence, est-ce que c'est un problème pour nos éleveurs? Pas forcément, puisque les systèmes se sont adaptés avec du coup des chargements plus faibles pour s'adapter à cette productivité fourragère. Et donc, quand on regarde nos exploitations d'élevage extensives dans les tourbières, eh ben, elles sont généralement plus grandes, avec une plus grande surface fourragère, pour compenser cette productivité plus faible. Mais en l'occurrence, on est souvent sur des équilibres fourragers qui sont plutôt bons et peu d'achats alimentaires. L'autre problématique spécifique aux tourbières sur le plan technique, ça va être la pression parasitaire. Euh, on va avoir un certain nombre de parasites spécifiques aux zones humides, particulièrement la douve, la strongle, etc.
Et ici, on s'est basé sur une étude qui s'appelle l'étude APEX, qui a été réalisée il y a quelques années, où ils sont allés regarder donc, la mortalité et les coûts vétérinaires, et finalement, on n'identifie pas vraiment de surmortalité, de coûts en plus, et on peut se dire que c'est parce que nos exploitations se sont adaptées, à la fois dans leur conduite, mais aussi, et c'est une grosse richesse du coup de ces exploitations, dans leur génétique. Au fur et à mesure des années, on a des génétiques qui se sont adaptées à ces milieux et qui nous permettent aujourd'hui de ne pas avoir trop de problématiques et une certaine rusticité pour avoir des performances finalement plutôt bonnes. Euh, le dernier sujet très important, c'est qu'on est sur des zones généralement très hydromorphes, avec donc un accès aux parcelles qui peut être difficile à certains moments de l'année, avec des problématiques de portance des sols. On n'a aussi pas la même productivité de la prairie au même moment. Ça va être plus tardif dans la saison, euh, comparé aux zones sèches. Donc on va pouvoir faire du pâturage estival, mais au printemps, on va avoir une mise à l'herbe plus tardive. Donc il y a des adaptations nécessaires par rapport à cette hydromorphie, mais on voit qu'ils ont été faits et que finalement, euh, on a des systèmes qui fonctionnent euh, avec ces périodes un petit peu différentes. Et en général, on a une complémentarité entre ces périodes qu'offrent les zones tourbeuses, humides, et les périodes dans les zones sèches. Donc quand vous aurez plus d'herbe en été dans les zones sèches, vous en aurez dans le marais. Et puis inversement, sur le printemps ou l'automne. Donc il y a cette vraie complémentarité zone sèche, zone humide qui est intéressante. Et donc tout ça, ça montre la capacité de nos éleveurs, hein, que ce soit dans les savoir-faire ou dans l'adaptation de leur génétique, de leur système, à travailler dans ces milieux contraints. Quand on regarde ensuite le résultat économique, pareil, on s'est basé principalement sur l'étude APEX, on voit qu'on a des exploitations qui sont plutôt, plutôt bons en termes de BE par UMO. Donc ça montre une forte efficacité économique par rapport aux références locales. Euh, pour expliquer ça, un faible besoin d'investissement, un faible besoin d'intrants, par exemple pour l'alimentation animale, mais aussi pour les prairies. Le coût finalement du pâturage est très faible comparé à d'autres formes d'alimentation. Et donc on est vraiment sur des exploitations qui vont valoriser une ressource naturelle au maximum et une ressource naturelle qui est gratuite. Et donc, ça va jouer à améliorer cette efficacité économique. À côté de ça, on a un accès accru aux subventions. D'abord par le fait plutôt qu'on a des exploitations qui sont généralement plus grandes en termes d'hectares. Et donc, forcément, mécaniquement, ça veut dire plus d'aides PAC. Et on va aussi avoir accès souvent dans ces zones à des MAEC, des ISC à chaîne, qui permettent aussi un certain complément de revenus. On a aussi regardé s'il y avait des débouchés, si les chaînes de valeur étaient structurées. Et globalement, on voit que dans ces régions, en tout cas en Pays de la Loire, en Normandie, on a des filières structurées. Un petit peu moins, par exemple, dans les monts d'arrêt, où parfois on est un petit peu loin des zones de vitalité et des zones de collecte, ce qui peut avoir un impact et ce qui peut rendre plus difficile aussi le fait d'installer dans ces zones. Mais on a à la fois donc une chaîne de valeur en lait avec des infrastructures de collecte, des infrastructures d'abattage en viande, des filières standards mais aussi de qualité. Je parlais par exemple de la zone d'Isigny tout à l'heure, qui est une zone en marais. Et donc on a les débouchés et globalement, aujourd'hui, on a cette capacité de la chaîne de valeur à soutenir la filière. Ensuite, on peut regarder plutôt côté acceptabilité sociale, côté durabilité. Ce qu'on défend, c'est un rôle de gestionnaire des éleveurs importants pour ces paysages. Donc, le pâturage en lui-même, il va permettre de contrôler euh, la non-fermeture du milieu, les espèces invasives, et puis les éleveurs vont aussi avoir un rôle dans le maintien des canaux et des infrastructures hydrauliques. Donc, ils ont une importance. Mais d'un site, d'une région à l'autre, on voit quand même plus ou moins de tension
autour de cet élevage. Donc il n'y a pas la même ambiance dans certains marais ou landes tourbeuses. Par exemple, si on prend l'exemple des Monts d'Arrée, on a eu des feux de tourbe ces dernières années, ce qui a remontré l'importance de l'élevage et notamment du pâturage qui permettait de protéger justement par le pâturage certains espaces. Donc là, on a plutôt une dynamique positive, et puis on a d'autres territoires où la dynamique est plus difficile parce que, bien sûr, se pose la question des niveaux d'eau, et euh, on va souvent vouloir avoir des niveaux un peu plus bas pour pouvoir accéder plus facilement aux parcelles et avoir plus de productivité fourragère. Mais des niveaux trop bas vont aussi euh, impacter la tourbe négativement, qui peut s'oxyder, donc c'est un équilibre qui peut être difficile à trouver. Et finalement, ici, notre barrière principale, hein, quand on parle d'élevage extensif en marais, c'est vraiment la crise du renouvellement des générations. Donc des exploitants qui sont plutôt âgés, qui vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir majoritairement. Euh, et de l'autre côté, un problème d'attractivité déjà de l'élevage, avec historiquement un ratio entre revenus et investissements qui était plutôt défavorable, et donc un accès à des financements qui peut être difficile. Et puis de l'autre aussi, une faible attractivité de ces zones qui sont vues comme contraintes et où il faut des savoir-faire particuliers, comme on disait, qui peuvent être difficilement accessibles pour des personnes non issues du milieu agricole, parce que c'est pas forcément des choses qu'on va voir à l'école. Et donc ça se passe plutôt dans des transmissions familiales, mais transmissions familiales qui sont là encore en difficulté. Et donc l'enjeu de cette crise du renouvellement en marais, c'est que potentiellement, si elle ne se fait pas, on peut perdre toutes ces forces dont on parlait tout à l'heure, la génétique des troupeaux, le savoir-faire, et puis les chaînes de valeur aussi. Et donc, il y a un vrai enjeu patrimonial à garder aussi ces élevages dans nos marais et landes. Donc, deuxième business model qu'on a étudié. Donc, la force de cette paludiculture, vraiment, c'est plutôt sur l'aspect durabilité. C'est des cultures qui vont être compatibles avec des niveaux d'eau élevés. Et qui dit niveau d'eau élevé, dit pas de minéralisation de la tourbe, donc pas de subsidence, pas d'émissions de gaz à effet de serre énormes. Et donc c'est vraiment ça la force de la paludiculture, c'est de pouvoir continuer à avoir une exploitation, d'avoir une activité agricole, mais sans ces émissions, avec des niveaux d'eau élevés. Dans les forces qu'on a identifiées aussi, il y a des fortes opportunités pour demain. Donc quand on parle de paludiculture, on parle de roseaux, on parle de massettes, on parle de sphèniques et mousses. Donc tout ça, ça va être des sources de biomasse. Et on identifie dans les années à venir des fortes demandes sur ces biomasses, notamment ici on avait l'exemple des matériaux de construction, euh, qui peut fortement se développer. Et donc qui dit demande dit prix aussi, même si c'est des chaînes de valeur qui sont pas encore très bien structurées, on va voir plus tard. C'est, ces ressources-là de, de, de biomasse de la palédiculture, elles sont en forte compétition aussi avec des substituts fossiles, donc en tout cas sur les matériaux de construction par exemple, où on a des choses qui sont très performantes en substituts fossiles, et aussi des imports. Donc si on prend l'exemple du roseau en Normandie. Bon, elle est en compétition avec des importations de roseaux chinois, par exemple. Mais quand même, on a une demande locale pour du roseau français, du roseau normand. Et donc, même s'il y a cette forte compétition internationale et que forcément notre roseau il coûte plus cher, euh, par exemple pour les toits de chaume, eh bien, il y a une demande qui subsiste pour ce roseau. Euh, Après, on rentre là dans les barrières, et comme vous voyez, il y en a un certain nombre, parce qu'on est sur une filière qui est tantôt
plutôt au stade expérimental, hein. Pareil, on a beaucoup d'expérimentations en Allemagne, aux Pays-Bas, sur le roseau, sur la massette, sur la sphaigne. Tantôt plutôt dans des formats un peu artisanaux, et c'est ce qu'on a en Normandie, où on a plutôt euh, une récolte d'un roseau qui est là, qui est présent naturellement. Et donc on n'est pas sur une culture au sens propre du terme qui a été implantée par l'homme, on est vraiment sur la récolte d'une ressource naturelle. Là où ce que font les Néerlandais et les Allemands, c'est expérimenter sur des choses où on va avoir de la réhumidification, puis des infrastructures hydrauliques, puis une implantation de cultures, de monoculture, bien souvent, de roseaux, de massettes, etc. Et donc, on n'est pas exactement sur les mêmes formats. Mais dans les deux cas, euh, on est sur des choses qui ne sont pas forcément très performantes à ce stade. Euh, des choses qui sont soit expérimentales, soit sur des récoltes à la main. Et donc, on a aussi en conséquence une chaîne de valeur qui est pour l'instant peu structurée. Et donc, c'est difficile pour l'instant d'avoir des bons débouchés rémunérateurs. Et de l'autre sens, c'est difficile d'avoir les équipements dont on a besoin. En France, par exemple, on va utiliser des dameuses de ski qu'on va modifier pour pouvoir faire cette récolte. Et donc, on n'a pas encore de matériel spécialisé, ou alors il est très très coûteux. Donc il y a une vraie problématique de ce côté-là. On a aussi en barrière forte un manque de reconnaissance politique, euh, que ce soit en France ou chez nos partenaires européens. On a vu qu'en général, la PAC ne prenait pas en compte la paludisculture comme une agriculture qui pouvait être rémunérée. Et donc, c'est une agriculture qui n'est pas soutenue pour l'instant par ces aides. Et à côté de ça, on a un certain nombre de réglementations dans ces zones humides qui va rendre difficile, par exemple, le fait d'implanter de nouvelles cultures en retournant le sol, etc. Parce que c'est des zones qui sont, en tout cas en France, assez protégées par cette réglementation. Donc là aussi, on a une forte barrière. Euh, et donc, je terminerai là-dessus. Si on veut mettre en place euh, ces techniques allemandes ou néerlandaises où il y a vraiment une implantation de monoculture récoltée, et ben, ça demande des investissements hydrauliques qui sont assez élevés. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan économique de tout ça, on se rend compte qu'on n'est pas, on n'y est pas encore. Et donc ça revient à ce que je disais plus tôt, on est encore au stade expérimental. Les performances techniques sont en étude et du coup, on n'a pas encore les débouchés, donc le prix n'est pas forcément là. Alors que de l'autre côté, on a des gros investissements dans les infrastructures hydrauliques. Donc on est ici sur une solution qui est bon, voilà, au stade expérimental encore. Mais vraiment à regarder parce que comme je le disais au début, sur la question des niveaux d'eau, ça serait la solution. Donc voilà, sur ce second business model, moi je m'arrête là et vous pouvez passer à vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Alors, on a quelques questions dans le chat. Quels sont les systèmes d'élevage les plus compatibles avec ces espaces? Alors on a, comme je disais, on a à la fois de la viande et du lait. En viande, si on veut aller plus sur du cœur de marais, on va plutôt avoir des systèmes naisseurs qui vont être basés sur le pâturage. Donc on va surtout faire du broutard, que ce soit pour des engraisseurs en France ou à l'étranger, parce qu'on va vraiment pouvoir valoriser la ressource du pâturage en tourbière. Si on veut avoir un atelier d'engraissement, on a besoin d'avoir en plus des parcelles hors tourbière pour faire des cultures, pour avoir du concentré, donc du blé, du maïs, etc. Donc là, on est sur des choses qui sont un peu plus à cheval. On peut quand même à l'engraissement faire de l'engraissement de bœuf dans ces milieux-là. Et puis côté lait, pareil, on va avoir besoin d'une ration un peu plus calibrée pour maintenir la productivité laitière. Et puis aussi, on va avoir besoin que les vaches aillent
à la traite. Et donc, on est là aussi plutôt sur des exploitations qui sont hybrides entre le marais, souvent, et des zones un peu plus sèches ou intermédiaires. Quel niveau d'eau idéal pour l'agriculture en tourbière humide entre tous ces enjeux? Alors, c'est effectivement une question complexe, mais si on prend l'intérêt des agriculteurs, bah, il y a effectivement besoin d'un accès aux parcelles à un moment dans l'année, donc on ne peut pas avoir une inondation toute l'année, que ce soit pour la pousse de l'herbe ou pour le niveau de portance. Cependant, si ces niveaux sont baissés trop à une certaine saison, on va avoir la minéralisation. Et à long terme, ça met en danger l'exploitation, puisque qui dit minéralisation dit subsidence. C'est-à-dire que votre sol, il va baisser année après année, ce qui peut être à terme un problème pour votre exploitation. Si on parle de palédiculture, par contre, là, on peut avoir effectivement des niveaux d'eau plus élevés, même si les solutions ne sont pas encore toujours très, très satisfaisantes de ce côté-là. Pourrait-on envisager une marque, un étiquetage qui permette de différencier les produits venant de ces zones de landes et de marais tourbeux, de zones humides, Je peut-être crois plus que ça existe, généralement? je crois que ça existe déjà dans certains territoires. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai entendu parler de tels étiquetages dans certains marais. Je ne sais plus si c'est dans la Brière, de ce côté-là. Mais je sais que ça existe. Ça va être vraiment pour mettre en avant des filières locales. Après, il n'y a pas d'étiquetage global, entre guillemets, produit en tourbière ou en zone humide. Et de toute façon, je ne suis pas certain que ça soit une grosse plus-value pour un consommateur, puisque je pense qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'une tourbière. Étant donné les nombreux freins à la paludiculture, Marie s'interroge sur la pertinence de développer ces systèmes. Quels sont ses intérêts, notamment par rapport, si on compare à des prairies dans les mêmes milieux? Et une autre question qui disait, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt des opportunités d'autoconsommation pour les agriculteurs pour la paludiculture que d'essayer de développer des filières entières vu les difficultés? Effectivement, il y a une ressource qui est déjà utilisée, hein, que ce soit, on parle de la ruche, on parle aussi du roseau, qui peut être utilisé pour la litière en autoconsommation dans les exploitations d'élevage. Donc c'est quelque chose qui se fait déjà et qui permet, à défaut d'avoir quelque chose qu'on vend, d'éviter d'acheter de la paille, parce qu'en plus, dans ces exploitations de marais, dans le marais, on ne peut pas retourner le sol, donc on ne peut pas faire de blé, donc on n'a pas, enfin, de céréales à paille. Et sans céréales à paille, il n'y a pas de paille. Et donc, c'est une ressource qu'on peut aller valoriser et qui est valorisée dans les marais en général par les agriculteurs pour leur paillage. Il y a une question finalement très pertinente qui résume parfaitement ton webinaire et je te propose qu'on finisse là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus pertinent et économiquement? Le maintien de l'agriculture dans ces espaces en développant des modèles économiques innovants tels que ceux présentés ou la gestion d'espaces naturels sans activité économique? Je pense que la réponse, elle se fait vraiment au cas par cas. Il y a des zones, nous on a un site pilote à Beaupt par exemple, où la subsidence est tellement forte que bah, même les agriculteurs se sont dit ça vaut plus le coup d'avoir de l'agriculture ici. Mais sinon, en général, je dirais que le fait de maintenir cette agriculture, c'est important pour le rôle de gestionnaire paysager. Et puis, ça crée aussi de la valeur dans des territoires qui sont parfois euh, dans le fond, au fond des monts d'arrêt, par exemple, où il n'y a pas une vitalité, un tissu économique, et ça permet de maintenir justement ce tissu économique aussi dans ces zones-là. Merci. On va s'arrêter là. Je vous invite à scanner le QR code pour vous inscrire à la newsletter Buffer Plus et suivre toutes les activités du projet qui va durer jusqu'en 2027. C'était donc notre tout dernier InnovLunch. Je vous remercie pour ceux qui nous ont suivis tout au long de ce mois de novembre. Qui a permis de faire un focus sur 7 projets européens au travers de 9 webinaires, si je ne me trompe pas. Tous nos webinaires seront bientôt disponibles sur la chaîne YouTube de la C3A en replay. Je vous remets un peu là tout le déroulé de ce qui a été présenté pendant ce mois.
On a parlé énergie renouvelable, on a parlé fertilisation, on a parlé tourbe beaucoup, crédit carbone, un réseau de la bioéconomie rurale, ça a parlé beaucoup de bioéconomie au travers de ces webinaires, réseau européen de la PAC, adaptation au changement climatique, paiement pour services environnementaux, nouveaux modèles économiques. Voilà, je vous invite à tout retrouver sur notre chaîne YouTube et je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Bonne journée à tous. Bonne journée.